Voici les différents éléments imprimés en 3D qui constitueront notre bloc d'alimentation. À terme, l'alimentation sera dans un boîtier en bois, mais le temps de la construction, de la carte mère et des tests, je préfère faire un bloc isolé. Pour ça, le plastique est très très bien et ça m'évitera un éventuel accident en touchant par mes gardes dus au courant secteur en 240 volts. Ce bloc est constitué de flancs qui viendront sur les côtés comme ceci, d'un petit côté par lequel sortira les futurs fils de la lime, un petit côté pour placer cet élément qui contient à la fois la prise IEC, un bloc fusible et un interrupteur avec un voyant marche arrêt. Évidemment, il y a un couvercle qui est prévu pour fermer le tout. Je sais que ce bloc est très laid, je ne suis pas un artiste de l'impression 3D. J'ai utilisé une vieille imprimante Prusa Itération 2 qui date de 2012, donc c'était un des premiers modèles. Ça ne fait pas de très belles impressions comparé au modèle actuel, mais pour moi ça me convient parfaitement. J'ai mis beaucoup d'ouvertures, des ouïes de refroidissement qui me permettront aussi d'économiser du plastique. Comme montré dans la vidéo d'introduction, j'ai déjà fixé les transfos sur le socle. Il y a deux transformateurs. Ces transformateurs sont adaptés aux 240 volts. Ce ne sont donc pas les transformateurs d'origine du modèle. Voici le schéma de l'alimentation tel qu'il est prévu pour les États-Unis, à savoir avec une tension de 110 volts et des transformateurs de marque Stancor, donc à cette tension. Première modification par rapport au schéma d'origine, notre fiche disposera d'une fiche de terre, contrairement à la fiche américaine. Je relierai les fixations métalliques du transfo via une cosse à cette prise de terre. Deuxième modification, le fusible est d'un côté et l'interrupteur est de l'autre, entre la phase et le neutre. Par construction, notre bloc IEC fera que le fusible sera du côté de l'interrupteur et nous supposerons que c'est la phase. Le premier transformateur qui est fourni une tension de 10 volts sur ce schéma sera remplacé par un transformateur Elma IZ57 distribué par Conrad. Donc voici son datasheet. Nous abaisserons la tension de sortie à 8 volts, c'est suffisant pour le régulateur 5 volts. Les régulateurs ont besoin d'une tension fournie supérieure à la tension qu'ils vont produire. Elle doit être supérieure d'environ 2 volts 5. Que 5 volts plus 2 volts 5, ça donne un minimum de 7 volts et demi. 8 volts, c'est parfait. Ce transformateur est capable de fournir jusqu'à 3 ampères en sortie. C'est largement suffisant pour notre carte. Le second transformateur, lui, devra fournir des tensions symétriques. En fait, si on regarde le schéma, il sera relié à 3 régulateurs qui fourniront du plus 12 volts, du moins 12 volts et dérivé du moins 12 volts, du moins 5 volts. Alors ces 3 tensions seront nécessaires pour les rames et pour le flux vidéo. Comme on l'a dit un peu plus tôt, il faut fournir un peu plus de tension au régulateur. D'ailleurs, les schémas qui sont ici, ce ne sont pas les schémas d'origine, sont faux, je pense, puisqu'il faudrait ici avoir une tension supérieure à moins 12 volts, de moins 2 volts, 2 volts et demi, donc du moins 14 ou du moins 15 volts. C'est ce que fournissait ce transformateur, le Stancor P8667, qui fournissait une amplitude de 28 volts avec 2 enroulements en point milieu qu'on peut considérer comme la masse du circuit, donc ça fait plus 14 et moins 14 volts fournis par ce transformateur. Donc ce transformateur sera remplacé par un transformateur de marque Elma, toujours fourni par Conrad, le modèle IZ59 qui peut fournir en fonction de la configuration du câblage une amplitude qui va de moins 10 plus 10, moins 12 plus 12 et moins 15 plus 15. Je pense prendre les tensions plus 15 et moins 15 pour fournir assez de tension d'amplitude au régulateur. Ce transformateur fournira 1,2 A, ce qui est largement suffisant aussi pour l'usage qui sera fait sur la carte mère. Nous utiliserons ce petit bloc IEC à de multiples avantages. Déjà, il fait tout en un. L'arrivée secteur, un porte-fusible, un bouton marche arrêt. Alors, c'est pas tout à fait le modèle que j'ai parce que moi, en plus, il y a un voyant inclus dans le bouton marche arrêt. Il est donné pouvoir supporter une dizaine d'ampères. De toute façon, nous mettrons un fusible de 0,5 ampères, donc ça sera largement assez. La fiche technique comporte les cotes et les perçages nécessaires, donc qui ont
été utilisés pour l'impression 3D. Au dos de notre bloc IEC, nous voyons que certains contacts ont été faits. Ici, nous avons, on va supposer que c'est la phase. Il y a une convention qui dit que dans les prises de courant mural, la phase est à droite et le neutre est à gauche. C'est la phase qui arriverait ici en sortie du cordon de 140 volts. Mais ça n'est qu'une convention, hein, c'est très aléatoire. Hein. La phase pourra très bien se retrouver de ce côté-là. Tout dépend de ce qu'a fait votre électricien. Donc en supposant que c'est la phase ici, cette phase est reliée par ce contact métallique au fusible. Le fusible fera la liaison avec cette broche. Et il faudra donc établir la continuité avec un fil soudé jusqu'à l'interrupteur. Alors l'interrupteur est constitué de deux interrupteurs indépendants. Nous avons en fait un contact qui s'établit entre les bornes du bas. Ici, vous voyez contact, je coupe l'interrupteur, pas contact, contact, pas contact. Par contre, les bornes du haut sont indépendantes des bornes du bas. Donc ici, nous avons aussi contact, pas contact. Le voyant étant à l'intérieur de l'interrupteur est relié à cette fiche-là et via une résistance à cette fiche-là, donc la fiche 1A et 3B, comme indiqué. Et pour qu'il s'allume, eh bien, il faut le relier aussi au neutre, qui sera donc câblé de la fiche ici, donc je mets son numéro sur la fiche 1, et qui sera relié au neutre, donc à l'arrivée du neutre ici, et aux deux transformateurs en question. Donc nous avons donc un câblage qui donne arrivée de la phase ici, passage par le fusible, repiquage de la phase sur l'interrupteur. L'interrupteur transmet la phase à la petite lampe et aux deux transformateurs. La petite lampe bascule sur la deuxième ligne et renvoie ici son courant via la liaison du neutre. Je vais utiliser des cosses de 6,5 mm. Alors je vais retirer le plastique qui normalement sert de protection parce que ça permet de limiter l'encombrement de la cosse. Hein. Et je mettrai de la gaine thermorétractable à la place. De même, je ne vais pas la sertir, mais je vais la souder. Donc première chose à faire, c'est prendre une pince et retirer donc ce petit morceau de plastique qui va devenir inutile. Voilà. Donc on va gagner quelques millimètres sur l'encombrement total de la cosse. Donc après différents essais, j'ai coupé donc un petit bout de fil marron. Alors la couleur est importante parce que le bleu est réservé au neutre. Le jaune et vert est réservé à la terre. Donc les couleurs de phase, elles sont libres. Donc le marron est la couleur de phase qui va convenir. Et je vais souder de manière à réaliser ce petit pontage. Ça devrait être la bonne taille. Donc c'est parti. Pour faire de l'électronique, vous aurez besoin d'alcool isopropylique. Donc j'en avais acheté un lot de 6 bouteilles d'1 litre sur eBay il y a quelques années. J'en ai pour toute une vie. Pour l'instant, je n'ai dû utiliser qu'un demi-litre. Bon, j'ai pas fait beaucoup de travaux électroniques ces derniers temps, donc c'est peut-être pour ça. Vous aurez besoin de soudure de qualité. Donc ça, c'est de la soudure au plomb. Les soudures sans plomb, c'est vraiment pas bon pour les circuits. C'est peut-être bon pour l'environnement, mais c'est pas bon pour les circuits. Soudure BMJ plombée qui marche très bien. Vous aurez besoin de flux. J'ai du flux en pâte. Alors c'est peut-être un peu moins pratique que du flux en seringue. Par contre, c'est beaucoup plus dense. On peut y tremper la panne de son fer, ce que je fais fréquemment. On peut y plonger les fils électriques. Les difficultés, c'est juste de l'étaler. Donc je fais ça avec un coton-tige ou un bout de cure-dent. Sinon, vous avez aussi du flux gélifié en seringue. Alors bon, peut-être que ça dure un peu moins longtemps, comme tous les produits gélifiés, ils sont très dissous. Mais ça, c'est beaucoup plus pratique pour l'étaler. Le fer à souder qui est en train de souder à 300-350 degrés. Première chose, nettoyage du fer à souder. Petite astuce pour le nettoyage du fer à souder, moi j'utilise un carré de sopalin que je plie suffisamment pour ne pas me brûler les doigts. Voilà. Et mon fer à souder est loin d'être clean. Eh bien, je le mouche avec le sopalin en le tournant comme ça.
Vous voyez ce qui a été absorbé par le sopalin. Hein, bon, il est un petit peu brûlé aussi, mais ça c'est normal. Mais l'avantage du sopalin, c'est que, un, il n'y a pas de choc thermique, comme avec une éponge mouillée. Deux, contrairement aux petits de paille métallique, hein, il y a souvent des équivalents un peu de laine d'acier ou de laine cuivrée dans lesquels les gens nettoient leur fer. L'avantage du sopalin, c'est qu'il absorbe aussi les corps gras qui traînent parfois sur la pointe du fer. Et souvent, je mets un petit coup de flux sur le bout de la pointe pour que mon étain adhère bien. Là, les deux fils ont été découpés et dénudés. On va bien les torsader. Pas tout bêtement les piquer dans mon flux. Et je vais faire pareil aussi avec l'Écosse. Je vais les piquer dans ma pâte de flux, ce qui va mettre un petit peu de flux à l'intérieur, donc beaucoup. Ici. Et maintenant nous allons mettre la cosse sur le fil électrique. Je vais commencer à faire un pré-sertissage avant de souder, à savoir que je vais bien l'écraser avec une pince. Voilà. Ça va déjà bloquer un petit peu le fil électrique. Ça sera plus pratique pour le souder. Donc on prend sa pointe à souder fraîchement nettoyée, un petit coup d'étain. On va chauffer la cosse jusqu'à ce que le flux fonde. Et on va faire rentrer l'étain. On laisse refroidir un petit peu. Nous allons utiliser deux diamètres de gaine. Un premier relativement étroit pour la partie qui va pincer le fil. Une plus importante pour la partie plate de notre cosse. Donc voici la première gaine. Alors, je vais la faire rétrécir au fer parce qu'à la lime gaz elle a tendance à brûler, parce que c'est pas forcément la meilleure gaine que j'ai achetée, celle-ci. On va mettre la deuxième gaine plus épaisse par-dessus. Comme elle est un petit peu plus résistante, on va la faire à l'allume gaz. Hop. Hop. Donc ma cosse est bien protégée dans la gaine. On va mettre un tout petit coup de cutter. Et maintenant on va faire pareil pour le deuxième côté. D'abord une petite gaine thermo-rétractable, parce que j'aurais du mal à la mettre ensuite. Alors peut-être qu'elle se contractera au bout. C'est pour ça que j'ai mis assez long, parce que ça permettra de la recouper au cutter. Un petit coup d'alcool isopropylique pour nettoyer l'excédent de flux. On pousse notre gaine thermo, donc ça va là pas trop souffrir de la chaleur. On la rétrécit. Maintenant on va prendre un bout de plus grand diamètre. Voilà, et cette fois j'y vais à la ligne gaz. Voilà. Notre bout de fil est prêt à être monté sur le bloc IEC. Donc on va mettre un premier fil comme ça. Voilà. Et le second, on va le brancher par exemple sur le bloc B. Et si je vérifie, lorsque le bloc sera en place, bah oui, il n'y a pas de contact avec le transfo, on est pile comme il faut. Donc mission accomplie. Alors maintenant nous allons faire un fil qui va relier les deux phases ici, un deuxième fil qui va relier les deux neutres de chaque transfo, et un troisième pour la terre qui reliera les petites fixations métalliques sur les équerres ici, au cas où il y ait un problème de fuite de courant. Alors c'est pas forcément très nécessaire parce que c'est dans un boîtier plastique, mais bon, ça mange pas de pain. Alors nous allons faire la cosse suivante. Donc, toujours un petit peu de flux dans le corps de l'Écosse. Pareil, nous allons prendre deux fils électriques. Du flux également. Et nous allons les mettre ensemble dans la même cosse. Même motif, même punition pour les fils de neutre.
Donc même chose pour nos fils de terre et deux petits fils dans une gaine en question. On va les souder rapido. Bon, pour le coup, j'aurais dû le faire au microscope, j'ai été bien puni, j'ai mis un peu trop de soudure. Donc dans ces cas-là, beaucoup de flux et surtout de la tresse à dessouder. De bonne qualité. Et maintenant, vous allez voir l'utilité de l'alcool isopropylique. Un petit peu, ouais, je mets un petit peu dans un bouchon. Un petit coup de coton-tige. Voilà, un peu de coton-tige. Et on va nettoyer. Voilà. C'est bien protégé. Et il nous reste à faire l'autre partie du connecteur. Donc on va mettre des cosses rondes. Je vais fixer ces cosses rondes ici. Alors maintenant nous allons souder les câbles sur les transfos. Alors malheureusement j'avais pas de cosse suffisamment petite, j'aurais préféré mettre des cosses mais j'en avais pas. Les indications de branchement sont écrites sur le transfo. Ce sont les broches 1 et 7 qui reçoivent le 230 volts sur le transformateur IZ57. Donc là je les avais marqués en bleu hein, pour les repérer facilement. Et là ce sont les broches 5 et 7 qui reçoivent le 230 volts. Voici le fusible, il fait 500 mA pour un pouvoir de coupure de 250 volts. On va le mettre dans le porte-fusible ici. Il n'y a plus qu'à fermer le porte-fusible avec un petit clic. Alors je vais monter le bloc IEC à l'envers. Normalement il est fait pour être dans ce sens-là avec la prise au-dessus, mais je veux pas être embêté chaque fois que je vais faire marche arrêt par le cordon. Donc je vais la monter comme ça avec le bouton vers le haut. Ce qui veut dire que donc sur la face, je vais la visser comme ça. Maintenant, on met la cosse pour la terre. Voilà. On met la cosse pour le neutre. Voilà. Et enfin la cosse pour la phase. J'ai dû effectuer quelques petites modifications de câblage. En effet, le voyant ne s'allumait pas. Alors ça s'explique par le fait que le voyant étant à l'intérieur de l'interrupteur est relié à cette fiche là et via une résistance à cette fiche là, donc la fiche 1A et 3B comme indiqué. Qu'il s'allume, eh bien, il faut le relier aussi au neutre. Donc j'ai dû faire une broche supplémentaire. J'ai fait ça malheureusement hors caméra parce que j'ai oublié de la lancer. Ici nous avons donc le neutre destiné au voyant. Là, je lui ai mis une gaine thermo blanche pour bien indiquer. J'ai repiqué le neutre sur le transformateur numéro 1 et au passage j'ai mis des petits bouts de gaine thermo ici sur les petits contacts saillants en 240 volts. Bon, j'ai une petite précaution supplémentaire pour diminuer le risque de prendre une châtaigne par inadvertance, même si tout sera dans un boîtier. Conclusion, quand on met l'alimentation en route, le voyant s'illumine.
Donc si l'on observe de nouveau le schéma de l'alimentation, nous aurons besoin de 3 couleurs de fils. Il y a 2 fils marrons pour le transfo de 8 volts, 2 fils verts pour le transfo qui produira les -15 et +15 volts, un fil jaune pour la masse, donc il sera relié au point milieu du deuxième transfo. Point milieu du premier transfo qui d'ailleurs n'existe pas dans ma version avec les transfos Alma, hein, c'est un transfo sans point milieu. Donc le point milieu du premier transfo n'est apparemment pas relié. Le fil jaune ira du point milieu du deuxième transfo et sera relié à la masse via la broche 5 du connecteur. La broche 6 aussi sera reliée via la carte mère. Donc il n'y a pas besoin de tirer un câble de masse, surtout que dans mon cas, le point milieu du premier transfo n'existe pas. Après différents essais, j'en suis arrivé à la conclusion que pour obtenir un commun, il fallait relier en fait la broche numéro 1 et la broche numéro 10, ce qui va être fait par le biais de ces câbles jaunes. J'ai soudé ça à la pince pour ne pas me voler et on va mettre un petit bout de guette thermo noir pour se rappeler qu'il s'agit de la masse. Le câble qui passe sous le transformateur sera celui relié au connecteur. L'autre câble jaune, lui, va être relié à la borne numéro 1. Donc on le fait passer, voilà, par le dessous. On va couper un petit bout. On va se laisser un peu de marge. Le dénuder. Donc c'est bien la broche numéro 1 qui est reliée à la broche numéro 10. Gaz. Donc, nous avons maintenant créé un point milieu avec une sortie qui ira à la masse de notre carte mère. Donc nous allons souder nos deux câbles verts sur la broche numéro 8 et sur la broche numéro 14. Donc encore une fois, rien de spectaculaire. La difficulté c'était de trouver le point milieu, tout au moins d'en créer un puisque c'était des enroulements séparés. Donc, je mets un peu d'étain. Plutôt c'est autour des câbles orange qui vont transporter le 8 volts vers la carte mère. Donc un petit peu de gaine thermo. Et on fait passer les câbles sous le transfo. Nous avons câblé le primaire ici des deux transformateurs, les deux phases, les deux nœuds. On a relié leur carcasse à la terre, et la tension de 8 volts alternative. On a sorti la tension de 30 volts alternative. On a sorti une masse commune à ces deux dernières tensions. Bilan, nous avons ce paquet de fils qui sort de notre boîtier. Tous mes fils sont égalisés. Donc voici la plaque de fermeture qui est prévue pour laisser passer les câbles. J'ai mis ici une petite plateforme. Alors encore une fois, je rappelle que mon imprimante est une des premières qu'elle a été achetée en 2012 et effectivement c'est pas super bien imprimé mais ça sera suffisant pour ce boîtier provisoire. Donc j'ai prévu une petite plateforme pour bloquer les câbles avec un serflex. Voilà, je mets le petit serflex à l'avance. Non, il nous reste à passer nos 5 câbles. On va essayer de pas trop les emberlificoter les uns dans les autres. Donc on va commencer par les câbles orange, puis les câbles verts, puis le câble de masse jaune. Donc depuis tout à l'heure je dis câbles, ce sont des fils évidemment, et on va être strict sur le vocabulaire. Nos câbles passent bien à travers la plaque, reste plus qu'à les serrer. On va mettre la plaque en place. Alors, ces câbles sont assez rigides. Je les ai récupérés il y a quelques années sur un photocopieur, c'était de la bonne qualité. Mais c'est pas très souple. Voilà, donc nos câbles sont bien maintenant passés et bloqués en sortie de notre bloc d'alim. Reste à mettre les flancs. Alors on va peut-être couper un peu le serflex. Alors on va faire attention à ne pas écraser le câble de terre qui déborde un peu. Tous nos flancs. Et reste à refermer le couvercle.
Alors j'ajouterai quelques vis pour sécuriser l'ensemble, mais maintenant nous avons bien protégé notre alimentation. On va ajouter quelques petits serflex. L'idéal ce serait de l'avoir de la gaine tressée, mais j'en ai pas sous la main. Donc voilà 2 ou 3 serflex. Les photos d'origine sont assez floues hein, quand on les agrandit sur le connecteur d'origine. On voit pas grand chose, mais il semble que les fils viennent à la verticale. Voici une autre. Donc pareil, c'est assez flou, mais on a l'impression que les fils viennent à la verticale. Là, c'est une machine qui lui est vendue aux enchères. J'ai récupéré ça sur internet. Pareil, connecteur à la verticale avec la petite languette de verrouillage à l'extérieur. Enfin, celle-ci. Alors la languette est sur le côté. Par contre là les fils rentrent par l'intérieur de la carte, ce qui oblige à les plier quand on met la lime à l'extérieur. L'utilisateur a mis en plus un petit clip de verrouillage. Je pense que je vais mettre la languette à l'extérieur et puis les câbles je vais les faire passer par le haut du contacteur. Si on regarde la carte de près, donc à l'emplacement ici on a les broches 1 à 6. Donc si la languette est à l'extérieur, ça. Et donc la prise qui se branche dessus a un petit système de verrouillage, donc elle doit être mise comme ça. Soit on prend les différents câbles et on les clipse. Comme ça. On peut aussi les plier et les clipser par le haut. Je pense que je vais carrément les souder dans le connecteur, qui suppose le démontage du petit connecteur. Si on regarde de près le connecteur, donc on a un petit système de strip puisque le fil est fait pour être pincé. Et la partie métallique est retenue, verrouillée par cette languette. On a également les broches numérotées hein, de 1 à 6, ce qui veut dire que ces broches nécessiteraient de mettre la petite languette de sécurité vers l'intérieur, hein, si on voulait respecter la numérotation de 1 à 6. Donc ce sera inversé, elles seront numérotées en fait de 6 à 1. Pour pas commettre d'erreur, je vais mettre un petit coup de marqueur. Là, nous aurons ici le côté numéro 1. C'est un marqueur effaçable. Pour éviter les accidents, je pense que je vais retirer la pile numéro 5 ici, qui est inutile puisque la masse est commune hein, des deux côtés. Alors pour vérification, quand on regarde sur la carte mère, la broche 5 et la broche 6 sont reliées à la piste de masse 5. Donc comme je n'ai qu'un seul câble jaune, je vais le relier au numéro 6 et la pile 5 sera retirée et fera office de détrompeur. On va utiliser un tout petit tournevis pour déverrouiller les différentes pins. Je vais essayer d'appuyer franchement dessus, voilà, on les retord pas après. Et du coup, on va pouvoir sortir les petits contacts en cuivre, voilà, en cuivre, en métal. Ça n'a pas l'air d'être un métal très élastique. Je me demande si même si c'est pas une sorte d'alu. Là, j'ai sorti les différentes pins à souder. Il faudra juste remettre la petite languette dans le bon sens avec la languette doit sortir un petit peu vers l'extérieur pour pouvoir verrouiller dans le plastique. Des fils orange. Donc il va falloir les dénuder. Donc nous allons prendre une de ces petites pins. Nous avons notre câble orange qui est dénudé. Nous allons souder nos petits clips dans une pince sel. On place ton câble étamé à l'intérieur. Fixé et chauffé. Une petite goutte de soudure. Voilà. On met le fil bien dans l'axe. On va vérifier que le câble peut rentrer. Ouais, c'est un petit peu limite. Faut pas trop de câbles et pas trop de soudure. Je vais pas rentrer comme ça. Après vérification que il n'y a pas trop de soudure, on peut passer à la suivante. Alors je vais en profiter pour retirer la pile numéro 5, pour ça on va faire chauffer. Il n'y a plus qu'à la tirer. Donc nous allons pouvoir remettre en place nos petites broches dans leur logement en plastique. Les broches orange correspondant au 8 volts vont être dans les emplacements 1 et 2. Les broches vertes vont être dans l'emplacement 3
et 4. La broche jaune va être dans l'emplacement numéro 6. L'emplacement numéro 5 est relié au 6 de toute façon, sera utilisé par le détrompeur. Je serai avec de la colle par exemple. Donc la broche numéro 1, les côtés donc du petit placement de marqueur, c'est une broche orange. Donc déjà on vérifie que la petite languette ici est bien décollée et cette petite languette doit ressortir par le trou. On va rentrer notre broche dans ce sens là. Broche numéro 2, même motif, même punition, la petite languette derrière. On doit donc la rentrer comme ceci. Maintenant, nous allons pouvoir rentrer la verte. Ça a été beaucoup plus récalcitrante, mais elle est rentrée. Il reste la jaune. Dans la toute dernière, on la rentre. Celle-là, elle rentre toute seule. Pas trop fait ça, d'ailleurs. Nous avons comme prévu orange, orange, vert, vert, un trou et jaune. Pour que le détrompeur soit efficace, il va rajouter une petite goutte de colle dans le 5e trou. Et bon, nous allons pouvoir boucher avec un peu de colle le trou du détrompeur. J'ai utilisé du scotch au masquage pour protéger les autres entrées. Un pistolet à colle. On injecte un petit peu de colle. Alors, je pourrais aussi assurer un blocage des fils avec de la colle chaude. C'est ce que je ferai en temps normal, mais j'ai trouvé les contacts métalliques d'une qualité tellement médiocre que je veux pouvoir éventuellement les extraire et les resserrer à l'occasion. Donc on va juste mettre un petit coup de cutter excédent de colle. Voilà. Donc, on va bien ici. Brancher le contact à l'envers est désormais impossible. On ne peut que le mettre dans le bon sens. On va vérifier d'eau tension. Donc déjà, on se connecte. Ici on a des pins. Et alors j'ai quasiment 10 volts en alternatif. Alors normalement c'est 8 volts, hein, mais on n'a pas de charge. Deuxième vérification. Et broche correspondant broche verte, 34 volts, donc encore une fois c'est tout à fait normal, ça fera 30 volts en charge. Et vérification de la masse, 17 volts sur une pin verte, 17 volts sur l'autre, un peu n'importe quoi sur les broches oranges puisqu'il n'y a pas encore de masse commune. Petite alimentation qui est au point, mon bloc impression 3D provisoire, le câble IEC avec un bouton marche-arrêt lumineux, et le petit connecteur conforme ou presque au plan de Wozniak, ou presque parce que j'ai ajouté l'option détrompeur. Ce sera tout pour aujourd'hui. Le prochain épisode concernera l'implantation des résistances au carbone sur la carte mère.